Et bonjour messieurs dames, on se retrouve sur YouTube pour un nouveau petit format long. Bon, avant toute chose, je suis dégoûté parce que cette vidéo, je l'avais tournée ce matin dans un cadre qui était absolument somptueux. Donc là, pour le coup, le cadre est un peu moins idyllique, mais vraiment ce matin, on était au bord de la rivière, cadre vraiment parfait, il n'y avait personne, pas un bruit, c'était extraordinaire. Mais j'ai eu un problème de son au moment de l'enregistrement et je m'en suis rendu compte qu'au moment du montage. Pas moyen de rattraper ça. Donc obligé de vous retourner la vidéo. Bon, écoutez, vous me direz, il fait beau, vous voyez, le soleil est de sortie, donc ça permet d'être en extérieur, de profiter. Et j'espère que de votre côté, vous en faites de même. J'espère que vous profitez, voilà, des beaux jours pour être dehors, pour profiter de la lumière naturelle et pour faire le plein de vitamine D, de bonnes énergies, etc. Bon, après cette petite précision et cette petite anecdote, quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, je voulais vous parler, messieurs, dames, d'un sujet que je trouve très très important et dont on ne parle pas assez. J'ai nommé les dérives de la pratique sportive, ou quand trop de sport peut venir dégrader la santé et causer de la fatigue chronique. Bon, vous savez, pour ceux qui me suivent maintenant depuis un petit moment, la fatigue chronique, c'est vraiment mon dada, et avec tous les symptômes associés de frilosité, de prise de poids, de maux de tête, troubles de concentration, perte d'entrain, j'en passe, c'est des meilleurs. Et on a tendance à évoquer tout un tas de causes pour justifier la fatigue chronique, causes qui sont pour la plupart légitimes, hein, troubles métaboliques, troubles hormonaux, dépression, burn-out, carence micronutritionnelle, j'en passe, c'est des meilleurs, mais, on ne pense finalement pas souvent à la pratique sportive. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Donc je vais tâcher de pas non plus être trop long, de pas rentrer dans trop de considérations philosophiques et quoi que ce soit. Mais il y a quand même beaucoup à en dire et c'est vraiment un sujet qui me paraît d'actualité, voire même de société. Donc c'est très important d'en parler. Avant toute chose, quelque chose qui est fondamental, et je veux vraiment tout de suite faire un disclaimer et commencer la vidéo par ça. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de cracher sur l'activité physique. Qu'on se mette d'accord, messieurs, dames. Je ne veux pas dire quoi que ce soit de mauvais sur l'activité physique ou le mouvement en tant que tel, parce que ce sont deux choses qui sont absolument fondamentales pour être en bonne santé. Quels que soient vos objectifs, que ce soit voilà, d'être en pleine forme, de booster votre productivité au travail, d'avoir un état de santé optimal, de perdre du poids, de rééquilibrer certaines de vos hormones, etc. L'activité physique et le mouvement fait de manière adaptée, de manière cohérent, ce sont forcément des alliés très puissants, très précieux pour votre santé, pour tout un tas de raisons, hein. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais régulation de l'inflammation, contact avec le monde extérieur, entre guillemets, création de lien social, production d'endorphines et de sérotonine, régulation encore une fois des hormones, notamment thyroïdiennes et surrénaliennes, fonction osseuse, fonction musculaire, lutte contre le vieillissement, la sarcopénie, bref. Tellement de sujets qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc encore une fois, ce disclaimer, il est important, je prends le temps de le faire parce que je veux surtout pas que vous pensiez que je suis là pour discréditer la pratique sportive, le mouvement et l'activité physique, ça n'aurait absolument aucun sens. Ceci étant dit, messieurs, dames, on a deux problèmes aujourd'hui de mon point de vue dans notre société. On a bien sûr, vous le savez, un gros problème de sédentarité. Bon, ça, je crois que c'est assez unanimement reconnu. Et je crois qu'aucun thérapeute, aucun praticien de santé, un tant soit peu sérieux, ne pourra aller contre ce postulat. Mais, une fois qu'on a parlé du pas assez d'activité physique, on va parler d'autre part du trop. Trop de sport, trop d'activité physique. C'est pas forcément quelque chose qui va plaire à certains, parce que certains vont me dire « Ah, Hugo », et je ne mentionnerai pas Hugo Clément notamment, hein, parce que je sais que lui, il est complètement contre ça, mais je ne suis pas d'accord avec lui et avec ses amis. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sujet qui est peut-être moins important, en tout cas moins fréquent, moins prégnant que la sédentarité, mais il y a un sujet sur le trop de sport. Et c'est un vrai sujet, à mon avis, qui est sociétal, qui est culturel, qui est de plus en plus présent, en lien notamment avec l'époque dans laquelle on vit de réseaux sociaux à outrance, où on est tout le temps
confrontés à des standards de performance qui sont complètement délirants. Des ultra-trailers qui font 32 trails par an, des surfeurs de grosses vagues, des marathoniens, que sais-je, de l'Irox à tout va, des corps sculptés, bodybuildés. On tombe vraiment dans des standards, dans des critères de performance et de beauté qui sont devenus complètement anormaux, au sens strict, au sens vraiment sémantique du terme. Et d'autre part, on a également un phénomène d'hypermédiatisation, alors qui n'est pas complètement nouveau, mais qui tend en fait à professionnaliser d'une certaine manière le sport amateur. Et donc je vais m'expliquer quand je dis ça, c'est-à-dire que, et je fais une petite digression mais vous allez comprendre, aujourd'hui moi je travaille beaucoup, voilà, j'accompagne les gens sur le côté santé, mais il faut savoir qu'auparavant j'ai été vraiment dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, que ce soit d'un point de vue de l'entraînement, de la nutrition, etc. Et j'accompagne encore aujourd'hui des sportifs amateurs, notamment en endurance, pour les aider à rééquilibrer leur alimentation, leur complémentation et du coup à retrouver de l'énergie. Donc j'accompagne aussi des sportifs d'endurance à ne plus être fatigués, ne plus être épuisés. Et en parallèle, ça fait quasiment 8 ans maintenant que j'entraîne dans un club de triathlon en parallèle, enfin dans plusieurs clubs de triathlon. Donc le but, c'est pas de déballer le CV, d'accord, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit. C'est juste pour que vous compreniez que j'ai quand même un regard sur ça. J'ai eu l'occasion de côtoyer, d'encadrer et d'accompagner beaucoup de personnes dans ce cas de figure de pratique sportive et de fatigue chronique. Et du coup, j'ai un avis assez quand même objectif, je sais pas, mais en tout cas assez étayé sur la question. Donc, cette professionnalisation du sport amateur, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement prégnant depuis quelques années, notamment dans les sports d'endurance. Donc là, je pense au vélo, à la course à pied, au triathlon. Bonjour. Bonsoir. Et c'est quelque chose qui conduit à, encore une fois, pas mal de dérives. On retrouve du coup des personnes, et encore une fois, j'en ai accompagné beaucoup, qui font du triathlon, qui font du vélo, et qui en viennent en fait à vouloir faire, entre guillemets, comme les pros, à vouloir faire comme leurs idoles, de manière plus ou moins consciente, et qui en arrivent du coup à vouloir tout optimiser, la nutrition, s'entraîner 15 à 20 heures par semaine, faire plein de compétitions à l'année, vraiment orienter finalement leur vie et leur mode de vie autour de la pratique sportive, et ce dans un but performatif. Et encore une fois, là, il y a une très grosse distinction qu'il faut faire entre, d'une part, les sportifs de haut niveau ou professionnels, ou en tout cas à très bon niveau, et d'autre part, vous et moi, les gens un petit peu lambda. Parce que, n'oubliez jamais que l'activité physique, ou en tout cas le sport ici, de performance intense à haut volume, etc., quand on s'entraîne à 10, 12, 15 heures semaine, avec des fractionnés, des intensités, des grosses séances d'aérox, de crossfit, ça reste un stress, que vous le vouliez ou non. Cette forme d'activité physique correspond à un stress pour votre organisme. En tant que tel, c'est ni bon ni mauvais, d'accord? On en revient à un principe d'hormèse. Donc l'hormèse, pour rappel, j'ai pas la définition exacte sous les yeux, mais en gros, ça veut dire qu'un stress appliqué à l'organisme peut être bon ou mauvais en fonction du contexte dans lequel il est placé, notamment du temps de récupération qui va être alloué après au corps. Donc tout ça, pour que vous compreniez, c'est un petit peu, voilà, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Principe physiologique du XVIe siècle, je crois, de Périclès. J'ai oublié son nom, je suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise sur ça. Bref, l'hormèse, il faut vraiment que vous le compreniez et que vous l'associez profondément à l'activité physique, d'accord? L'activité physique de performance, le sport de performance, est un stress pour votre corps. Et dans le cas des sportifs de haut niveau, c'est quasiment le seul stress qu'ils ont à gérer, d'accord? Parce que à côté de ça, ils vont avoir un staff qui va être aux petits oignons pour eux, qui va leur calculer leurs apports et leurs besoins énergétiques au microgramme près. Ils vont avoir des masseurs, des psychologues, des agents. Ils n'ont pas la pression du salaire. Ils n'ont pas les stress psycho-émotionnels d'une hiérarchie, d'un patron qui nous emmerde. Pour certains, ils n'ont même pas d'enfants à gérer. Donc, ils ont un nombre de stress. Donc, ils ont un stress très important avec la pratique sportive. Mais leur corps est en mesure de s'adapter à ce stress et de développer ses performances, parce que c'est ça l'hormèse, c'est ça le stress. C'est aussi un corps qui se renforce au contact d'un stress donné. Et il faut voir que les sportifs de haut niveau ou de bon niveau, ils vont justement avoir une quantité de stress qui va être limitée. Et donc, ils sont en mesure vraiment de progresser au contact de ce stress. Je vous montre juste le petit cadre, la petite rivière, sympa. Donc, ça, c'est pour le cas des sportifs de haut niveau. Okay. Et pourquoi vous êtes dans pourquoi vous devriez être dans l'incapacité d'imiter ce modèle-là? C'est parce que, a priori, je ne connais pas vos vies, mais
vous devez avoir un boulot à plus ou moins temps plein. Vous avez peut-être des enfants desquels vous devez vous occuper. Vous avez peut-être un patron qui vous emmerde, une hiérarchie pas forcément super, des conflits à gérer dans votre boulot, de la pression, des responsabilités. Voilà, tout un tas de stress. Peut-être que vous avez un profil anxieux de base qui correspond à un stress important au niveau psycho-émotionnel. Donc déjà pas mal de stress à gérer. Pour certains, vous allez rajouter du jeûne intermittent qui représente à nouveau un stress, qui peut être très très bon dans certains cas. Encore une fois, on en revient à ce principe d'hormèse, mais dans pas mal de cas, le jeûne intermittent va s'ajouter à d'autres stress et on va avoir un cumul, une combinaison, un cocktail un petit peu de stress qui pour le coup peut devenir délétère. Donc encore une fois, ça c'est très très important, c'est vraiment le message en tant que tel de ma vidéo. Replacez l'activité physique que vous pratiquez dans un contexte plus global. Quel est votre mode de vie? Quel est votre rapport au travail? Est-ce que vous avez des enfants, oui ou non? Est-ce que vous mangez suffisamment au quotidien? Et est-ce qu'au global, vous êtes en mesure d'encaisser et d'assimiler le stress que représente la pratique sportive à haute intensité, à haut volume? Donc j'en ai pas parlé, mais là je fais surtout référence au public personnes qui vont pratiquer les sports d'endurance, donc vélo, triathlon, course à pied, ultra trail, crossfit, Aerox également, pourquoi pas un petit peu de natation, swimrun, et un petit peu aussi aux personnes qui font de l'haltérophilie à bon niveau, mais voilà, on est surtout aujourd'hui sur ce genre de pratique-là. Donc, votre corps peut ne pas s'adapter à ces hauts volumes, à ces grosses charges d'entraînement, et ça c'est très très important de le comprendre. Maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on repère, comment est-ce qu'on discrimine un corps qui s'adapte par rapport à un corps qui ne s'adapte pas? Et du coup là on en vient un petit peu à la symptomatologie, au tableau clinique des personnes qui sont dans une forme de un peu de surentraînement. Alors on n'est pas vraiment dans le... Il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre parce que bon, je mettrai un petit filtre, mais il y a un petit peu de vent quand même. Donc on n'est pas vraiment dans le syndrome de surentraînement quand on parle de fatigue chronique, etc. en lien avec la pratique sportive. On est plus dans un stade qu'on appelle de surmenage non fonctionnel. Donc on est sur un espèce de syndrome, un tableau clinique assez large où on va retrouver donc de la fatigue chronique. On va retrouver très souvent, et ça moi je le constate, mais si vous saviez à quel point, à quelle fréquence je le constate, des blessures à répétition. Donc des fractures de fatigue, des fractures de stress, des périostites, des tendinites, voilà, tutti quanti. On va retrouver des infections également à répétition, notamment au niveau de la sphère ORL. Ça c'est extrêmement fréquent parce qu'on a vraiment un affaiblissement immunitaire. On va retrouver une baisse de la libido, ça c'est également très fréquemment retrouvé et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans le syndrome RED-S. Donc le syndrome RED-S, on en parle beaucoup pour les femmes, avec l'aménorrhée, l'absence de règles, etc. Mais c'est quelque chose qui touche aussi les hommes et on a vraiment une dysfonction, une perturbation assez importante de l'équilibre, en tout cas des fonctions des hormones sexuelles. Donc testostérone pour les hommes et œstrogène pour les femmes. Bonjour. Donc on a ça, on va avoir baisse de libido, et puis après la baisse de motivation, la baisse d'entrain, la difficulté à récupérer, les crampes, les courbatures, des douleurs musculaires diffuses et chroniques. Voilà, tout un tableau clinique qui doit vous faire penser à un déséquilibre assez important entre d'une part votre charge d'entraînement et d'autre part votre récupération. Parce que c'est ça aussi qui est très très important de garder en tête, c'est que le nombre de stress que vous allez pouvoir gérer dans votre quotidien, alors il est individu dépendant, voilà, on a tous des capacités plus ou moins importantes à gérer le stress, mais il est aussi dépendant de comment vous allez récupérer. Et par là, j'entends, qu'est-ce que vous faites dans vos journées qui vous permet de vraiment recharger les batteries? Est-ce que vous dormez suffisamment avec un sommeil de qualité? Est-ce que en parallèle des activités qui vous coûtent de l'énergie, et c'est normal, est-ce que vous pratiquez des activités physiques, enfin des activités tout court, qui vous font rigoler, qui vous ressourcent, qui vous apaisent, qui vous détendent? Est-ce que vous passez du temps avec les gens que vous aimez dans des moments qui sont simples, qui sont agréables et qui vous rechargent en quelque sorte? Est-ce que vous faites des siestes? Et est-ce que, ça c'est très très important, est-ce que vous mangez suffisamment? Ça c'est extrêmement important, messieurs dames, que vous le compreniez. Aujourd'hui, je parlais du syndrome RED-S tout à l'heure, mais une majorité de problèmes en lien avec la pratique sportive qui est trop intense, on est sur une carence, en tout cas sur un déficit chronique en termes d'énergie, donc un déficit macronutritionnel et un déficit également parfois micronutritionnel.
Bon, ça, on pourrait en faire un épisode à part entière. Les carences les plus fréquentes chez les sportifs, il y a le fer, le zinc, la vitamine D, j'en passe. Mais très très souvent, on retrouve des personnes qui ne mangent pas assez, notamment dans les sports à catégorie de poids ou dans les sports où le rapport poids-puissance s'exprime tout particulièrement. Donc je pense au vélo, je pense à la course à pied, où on a tendance à vouloir perdre du poids, à être sur ce qu'on appelle son poids de forme, un poids optimal, et où du coup on va vraiment avoir tendance à être en sous-alimentation, en dessous de son apport calorique optimal. Et bien ça, faut bien voir, messieurs dames, encore une fois, que c'est un stress pour le corps. Donc on va parler aujourd'hui, oui, les Blue Zones Okinawa, ils vivent jusqu'à 180 ans en mangeant 1200 calories par jour. Ça n'a rien à voir, c'est complètement décontextualisé et on ne peut pas du tout appliquer ça dans le modèle de la pratique sportive. Encore moins des personnes qui sont stressés au quotidien, qui ont un boulot qui est hyper prenant, qui s'entraînent 15-20 heures par semaine, qui ont des enfants à gérer, une dette de sommeil, etc. Là, pour le coup, si vous rajoutez un déficit calorique chronique sur ça, vous êtes vraiment voilà, sur la recette idéale du burn-out. Donc, pour conclure cette vidéo, parce que je vois que l'heure tourne, si je devais résumer en 3 points cette vidéo et vous donner 3 conseils de comment structurer intelligemment une pratique sportive à but performatif. Premièrement, j'irai sur la fixation d'objectifs qui sont cohérents, qui sont réalisables et qui sont pas du tout, qui sont pas inatteignables, qui sont pas délirants. Donc détachez-vous des réseaux sociaux, détachez-vous en tout cas de ce que vous voyez sur les réseaux, détachez-vous de ces objectifs complètement inatteignables, de faire de passer, je sais pas, vous courez à peine 10 km actuellement, de vouloir faire un ultra trail dans l'année, ça n'a aucun sens. Donc fixez-vous des objectifs ambitieux, certes, mais surtout réalistes, cohérents et atteignables par rapport à votre niveau actuel. Deuxièmement, une fois que l'objectif est défini, fixez-vous un plan. Ayez une stratégie, ayez des repères sur lesquels vous appuyez au quotidien et sur lesquels bâtir votre stratégie, votre cheminement. Pourquoi pas se faire accompagner pour ça, mais les maîtres mots à ce niveau-là, c'est progressivité dans la charge d'entraînement, régularité, continuité et privilégier bien sûr la qualité de vos séances à la quantité. Ne cherchez pas à en faire trop, cherchez à bien faire. Petit à petit, si vous en sentez, à augmenter les volumes et les intensités, mais vraiment miser sur la continuité, la régularité, et vous verrez que sur le temps long, vous serez vraiment surpris de vos progrès. Et troisièmement, mon troisième conseil, c'est de manger suffisamment. S'il vous plaît, oubliez ce truc de restriction calorique, machin et tout. Mangez des aliments riches, mangez suffisamment de graisse pour votre système hormonal, mangez suffisamment de glucides, notamment quand vous faites des sports d'endurance à haut volume ou à haute intensité, mangez assez de protéines, n'ayez pas peur de manger souvent, n'ayez pas peur de manger beaucoup. Surveillez comment ça se passe au niveau de votre poids, bien sûr. Le but, c'est pas de se gaver non plus, mais quand vous faites beaucoup de sport, la faim n'est pas toujours bonne conseillère, notamment sur les séances qui vont être dures, qui vont avoir tendance, en activant le système nerveux sympathique, à couper la faim. Et on peut facilement se retrouver, si on écoute sa faim, à ne pas manger suffisamment, du coup être fatigué, du coup avoir des blessures, des infections, tout simplement parce qu'on n'apporte pas assez d'énergie à son corps. Donc très très important, n'hésitez pas pour le coup à monitorer vos calories, à voir combien vous mangez au quotidien, juste pour avoir un ordre d'idée, mais pour être sûr de manger suffisamment et pour bien compenser par vos apports énergétiques ce que vous dépensez à l'entraînement. Ça me paraît vraiment être les 3 points les plus importants, messieurs, dames. Peut-être que j'en oublie. Cette vidéo est en fait un peu à chaud. C'est sans notes, etc. C'est possible que j'ai oublié 2-3 trucs. Je pense qu'en tout cas, on a abordé pas mal de choses. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de me mettre comme ça, pas trop à contre-jour. Si jamais c'est le cas, que la vidéo vous a été utile, vous a appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez-moi un petit pouce, un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à commenter la vidéo en posant vos questions ou en me disant que ça vous a été utile. Ça m'aide énormément. Partagez aux personnes qui pourraient être concernées et retrouvez-moi également sur Instagram, Hugo Nutrition Santé, où je suis beaucoup plus présent que sur YouTube. Voilà, messieurs, dames. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et sur ce, portez-vous bien.